Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Normalement, on est assez proche du petit épisode que j'avais réalisé qui s'appelle Libre Antenne numéro 1 et dans lequel je parle un peu de la direction et de mes choix par rapport à cette chaîne. Et justement, dans cet épisode, je vous promettais un très prochain épisode sur une arnaque, sur une histoire d'arnaque et c'est celle-ci que je vais aborder aujourd'hui. Mais avant ça, voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et à me dire comment vous allez, comment ça va. Est-ce que vous avez un truc que vous voudriez partager avec moi, avec d'autres personnes, n'importe quoi, ne serait-ce que me faire coucou, moi ça me fait toujours plaisir, vraiment, tu sais, genre juste tu me marques CC, frère, je suis content. Ah, il en faut pas beaucoup, hein, clairement. Donc n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir, et bah comme ça on reprend un peu des bonnes habitudes sur cette chaîne. Moi, ça, comme je vous l'ai dit, ça m'encourage toujours énormément de voir un peu la présence des gens et tout, et ne serait-ce que juste de faire sa petite présence. Bah moi je suis heureux, tu vois, genre, en mode, dis-toi, si tu me montres ta présence, mec, meuf, je suis plus heureux. C'est quand même pas mal, en vrai, genre, rares sont les moments où tu peux rendre quelqu'un d'heureux par un truc aussi simple. Donc n'hésite pas, moi ça me fait grave plaisir, et puis surtout, bah, j'aimerais bien prendre un peu de vos nouvelles, parce que ça fait longtemps. Et dans tous les cas, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes dans des bonnes dispositions pour profiter de cet épisode qui, je pense, va être extrêmement long. Je dis je pense, je suis extrêmement sûr. Tu sais pourquoi? Parce que, il y a 2 heures, je l'ai déjà enregistré une première fois cet épisode, sauf que, bah, j'ai enregistré pendant 57 minutes et j'ai commencé à écouter, tu sais, pour faire le montage et je me suis rendu compte que l'audio était flingué, voilà. L'enregistrement est horrible, on dirait que j'enregistre dans une cave résonnante, c'est dégueulasse. Et je pense que c'est dû au port USB de mon ordinateur, mais bon, je pense que ça ne vous intéresse pas forcément. Pas forcément, tout simplement, on va s'arrêter là. Mais du coup, bah, je vais le réenregistrer, c'est ce que je suis en train de faire. Et bah, je commence à bien le connaître, ce petit épisode, je commence à bien la connaître, cette histoire. Quoi qu'il en soit, voilà, comme je vous le disais, n'hésitez pas à bien vous installer. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent, enfin, pas mal de personnes, tout est relatif, hein, attention. Mais il y a certaines personnes qui écoutent ces épisodes dans leur lit pour s'endormir, notamment en écoutant ma voix suave. Ah non, si je commençais à parler comme ça pendant tout, ce serait horrible. J'ai la pêche de ouf parce que je suis content de reprendre ce format qui me donne quand même une grosse liberté en introduction et en conclusion pour juste bam laisser mes pensées vagabonder et exprimer ce que je ressens et ça me fait grave plaisir. Et du coup, notamment, je pense qu'on peut faire un truc en vrai que je tiens d'un podcast que j'écoute d'un mec qui s'appelle Elio Avila Munoz. Qui a un podcast qui s'appelle Range ta chambre, donc voilà, je fais un peu de pub, je sais pas si vraiment on peut dire que c'est de la pub, parce que y a pas forcément beaucoup de gens qui ont écouté cet épisode, mais en gros, lui ce qu'il fait, c'est qu'il te conseille au début de son podcast de citer en public, te redresser, parce que de toute façon, on s'en fout, personne ne sait que je te parle, il dit mot pour mot. Donc venez, on fait la même chose, on se redresse, tiens, bon, regarde, écoutez le bruit de ma chaise. Je sais pas si ça s'entend, je me redresse et on va mettre les épaules en arrière, les pecs en l'air, que ce soit pour les mecs, les filles, on s'en fout, les pecs en l'air. Et ça, c'est un truc qui, moi, a beaucoup changé ma manière de me tenir. En fait, maintenant, j'essaye de me tenir vachement droit. Et en gros, pour la petite histoire, le fait de se tenir droit est un trigger de la sérotonine. Et du coup, en fait, il a été prouvé que se tenir droit avec les épaules en arrière, c'est notamment quelque chose qui peut, sans que tu le saches et sans que tu le veuilles, influencer ta confiance en toi et augmenter ta confiance en toi. Donc c'est quand même génial, genre c'est un truc de ouf. Et je sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais moi, bah ça m'a fait beaucoup de bien de me redresser et de me mettre les épaules en arrière. Enfin les épaules en arrière, faut pas non plus, tu vois, tu comprends. Mais donc venez, on se tient droit, bim. Et comme ça, on va pouvoir commencer maintenant qu'on est tous dans une bonne position. Bon, si vous êtes dans votre lit... tranquille. On va pas commencer, c'est pas l'armée, ok. Bref, l'histoire que je vais vous raconter, je la tiens d'un livre que j'ai lu très récemment qui s'appelle « Je sais que vous mentez » de Paul Ekman. Paul Ekman, c'est un Américain, c'est un chercheur et psychologue qui s'est spécialisé dans l'étude des émotions et du langage non-verbal. C'est notamment à lui qu'on doit énormément d'avancées dans la compréhension du langage non-verbal et de la transmission des émotions, que ce soit volontairement ou involontairement par notre corps. Et c'est trop intéressant à lire, et c'est notamment grâce à ce genre de recherche et ces résultats de recherche qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont extrêmement douées pour décoder les émotions, détecter des mensonges, etc. Typiquement, par exemple, Fabien Olicard, c'est notamment de lui que je tiens cet ouvrage. Je me souviens être tombé sur une vidéo de lui il y a 5 ans, où il conseillait, si on voulait s'intéresser au non-verbal et au langage non-verbal, de lire cet ouvrage. Donc c'est globalement un pilier, ce mec. C'est globalement un pilier, et c'était hyper intéressant. Voilà. Mon but, moi, en lisant cet ouvrage, c'était de ressortir un truc qui me permettrait de m'améliorer, si on peut dire, en gros un truc que je pourrais appliquer moi-même dans la vie de tous les jours. Malheureusement, j'ai pas vraiment ressorti un point, si ce n'est que
le fait de savoir mieux détecter les mensonges, mieux détecter les émotions chez les personnes et mieux lire leur non-verbal, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Si t'es pas bon là-dedans, comme moi je suis nul, là, je suis trop nul là-dedans, vraiment, franchement, tu me dis que tu es président de la République, je te crois, voilà, c'est tout simple. Et en même temps, si tu t'appelles Emmanuel Macron, excuse-moi, la coïncidence est frappante. Mais dans tous les cas, moi je suis assez crédule et je suis pas du tout fort à ça, mais par contre, on peut apprendre justement à reconnaître ses émotions, à lire le langage non verbal, et c'est des choses qui s'apprennent notamment avec des petites formations, mais genre je crois que c'est gratuit en plus, de Paul Ekman qui a compilé des vidéos pour finalement t'apprendre à reconnaître des micro-expressions, macro-expressions, expressions coupées, et c'est toutes sortes de choses qui est trop intéressant mais que j'ai pas encore fait. Donc je me suis dit je vais pas faire une vidéo sur le livre parce que je suis pas crédible pour le faire, tu vois, moi je sais pas reconnaître les émotions des personnes, enfin, évidemment comme tout le monde j'ai quand même une intelligence sociale, mais je suis pas crédible, pas légitime pour en parler. C'est un peu comme si t'avais un coach de sport, tu vois, qui a fait, enfin je sais pas quelle est la formation pour être coach, mais globalement il a cette formation, donc théoriquement il sait exactement ce que tu dois faire pour te remettre en forme, mais physiquement lui est pas en forme. Tu vas avoir du mal à le croire et à suivre ses conseils parce que globalement il sait comment on fait, mais il l'a jamais fait. Moi c'est exactement la même chose, donc je vais pas parler de comment on reconnaît les émotions des personnes et comment on s'intéresse au non-verbal des personnes, mais je vais plutôt me focaliser sur une histoire de tromperie. Parce qu'effectivement, c'est un peu paradoxal de ne pas avoir grand chose à ressortir du livre et à appliquer moi-même, alors que il regorge d'informations hyper intéressantes. Mais en réalité, Paul Ekman, dans son livre, illustre pas mal de ses recherches, pas mal de ses résultats par des exemples de mensonges bien connus, et en fait j'ai trouvé ces histoires captivantes. Voilà, ces histoires de mensonges, de tromperies, je les ai trouvées trop intéressantes, et je me suis dit pourquoi pas creuser l'une d'elles, tu vois. Et justement, au cours de ma lecture, je suis tombé sur quelques histoires, notamment la plupart liées à l'armée américaine, à des scandales politiques américains, et donc clairement, si ça intéresse des personnes, je pourrais creuser les sujets, il n'y a qu'à demander. N'hésitez pas vraiment, on peut mettre en place un code, on va marquer US dans les commentaires si vous voulez des histoires sur les scandales politiques et de l'armée américaine, parce que je pense que ça doit se trouver, tu vois. Il va pas y en avoir dans les commentaires, je le sens, je mets en place un code comme ça et tout, et en fait au final ça n'intéresse que moi. C'est possible, c'est une possibilité. Bref. En gros, le plus gros exemple de tromperie que Paul Ekman prend est celui de la tromperie de Hitler à Neville Chamberlain. En gros, Neville Chamberlain c'était le premier ministre du Royaume-Uni juste avant la Seconde Guerre mondiale, et une entrevue entre Hitler et Chamberlain avait été organisée pour convaincre Hitler de ne pas envahir la Tchécoslovaquie, il me semble. Et à la suite de cette entrevue, Neville Chamberlain ayant été trompé par Hitler, parce que Hitler était un monstrueux menteur, vraiment un menteur d'un talent fou apparemment, il a tout simplement envahi la Tchécoslovaquie sans aucune résistance, donc c'était un coup de maître pour lui qu'il a extrêmement bien placé à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je suis pas du tout un expert d'histoire et de Seconde Guerre mondiale, j'ai un pote qui est trop calé à ça et je trouve ça trop stylé, donc je vais pas en parler plus que ça, mais c'était une tromperie énorme quoi, c'était un truc avec des, comme vous pouvez l'imaginer, des conséquences gravissimes. Et donc, comme je le disais, il y a plein d'exemples de tromperie, et notamment au milieu de ces quelques exemples, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, mais qui n'a rien à voir avec la politique ou l'armée américaine. Et c'est un exemple que Paul Ekman qualifie lui-même de l'un des escrocs les plus inventifs du 19e siècle, Jon Amrach. En réalité, il s'appelle pas John, mais János, parce qu'il est né en Hongrie, à Budapest, en 1877, et si on n'a pas tant d'informations sur les premières années de sa vie, on sait au moins que, jusqu'à 23 ans, János Amrach fait différents jobs, par exemple en tant qu'asphalteur à Budapest, donc en gros son boulot c'est d'effectuer des travaux sur la voie publique, ou encore en tant qu'assistant maçon, en tant qu'ouvrier dans une usine, cavalier, bref, il fait pas mal de boulots différents, tous plus ou moins manuels, tu vois, c'est un mec qui a besoin de bouger. Mais il y a déjà un truc qui le distingue de la plupart des autres gens, c'est qu'il présente bien. Il présente même très bien, il est très bien éduqué, il a de très bonnes manières, ce qui fait que, en fait, il met tout de suite à l'aise les personnes en face de lui, et c'est très difficile vraiment d'avoir une mauvaise opinion de lui au premier abord. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Robert Cialdini, un sociologue, il me semble, dit dans son ouvrage Influence et manipulation que j'ai lu auparavant, c'est qu'en fait, l'apparence physique, qu'on le veuille ou non, joue énormément sur l'opinion qu'on a d'une personne, ce qui veut dire que, cruellement, les personnes qui sont belles, les gens beaux, tu vois, ils ont beaucoup plus de chances d'arriver à leur fin que les autres. Et tu vois, c'est pas juste. Mais on peut rien y faire, le monde lui-même n'est pas juste, voilà, tout simplement.
Et typiquement, il y a une expérience qui a été réalisée sur ce biais notamment qui fait qu'on juge favorablement ou défavorablement une personne en raison de son apparence physique. Et cette expérience est extrêmement simple. Putain, il y a une notification de commentaire sur, sur la vidéo. Bon, je fais quoi à ce moment même. Je suis désolé de faire cette interruption. Je vais aller répondre juste après cet épisode, c'est-à-dire dans une bonne quarantaine de minutes, je pense. Euh, je disais, cette expérience, en fait, elle a été réalisée en pleine rue, donc vraiment en public, sur un passage piéton face à un feu rouge piéton. En gros, le principe de l'expérience, c'est d'avoir deux personnes dans les mêmes conditions, mais avec des accoutrements différents qui vont à tour de rôle traverser la rue. Donc en gros, on a une personne qui est un ouvrier en bleu de travail et une personne qui est en costume, et on veut comparer le nombre de personnes qui s'aventurent à griller le feu rouge piéton à la suite de l'un ou de l'autre. Je sais pas si je suis très clair, mais concrètement, dans le premier cas, celui de l'ouvrier, on est au feu rouge, il y a des personnes derrière l'ouvrier et l'ouvrier s'aventure alors que le feu piéton est rouge. Dans le deuxième cas, même condition, sauf que la personne n'est plus un ouvrier mais un homme en costume, donc costume assez stylé, tu vois, beau gosse. Je sais pas pourquoi je rajoute ça, mais un mec en costume, et pareil, le feu est rouge et cet homme va s'aventurer à griller le feu rouge. On observe dans la totalité des cas que le nombre de personnes qui se met à suivre l'une ou l'autre des personnes est significativement plus élevé dans le cas de la personne en costume. Ce qui veut dire que, effectivement, l'apparence a une grosse partie à jouer sur la crédibilité et la confiance qu'on va avoir en une personne. C'est pour ça notamment qu'on nous dit de venir bien habillé à un entretien d'embauche, c'est pas juste c'est déjà pour respecter les codes effectivement, mais c'est parce que ça a un réel impact sur la décision de la personne que tu as en face. Bref, parenthèse fermée, revenons à Janos. Janos Amrak fait partie de ces personnes qui sont bien habillées justement à ce moment-là et qui sont, ma foi, pas dégueu à regarder. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est extrêmement confiant. En gros, Janos, il se rend très vite compte qu'il peut exploiter cette confiance à son avantage en commettant toutes sortes de petits vols et arnaques, et que globalement, ça passe. Donc il se met à faire des petits larcins, tu vois, les affaires marchent bien, il se régale en toute confiance. Vraiment, le mot qui le définit, son deuxième prénom, c'est confiance. Parce que la réalité, c'est qu'étant donné que la plupart des gens sont pas extrêmement confiants, on aime énormément être entouré de personnes qu'ils sont, à part si, typiquement, je sais pas, t'as besoin d'être entouré de personnes qui sont pas du tout confiantes pour toi te sentir beaucoup plus confiant, ce qui est un peu malsain, on va pas se mentir. Mais du coup, dans la plupart des cas, on aime être entouré de personnes qui sont confiantes, et on a tendance à leur accorder énormément de crédit. Bref, une immense partie de la capacité de Janos à tromper et à mentir ou à arnaquer les gens vient de cette confiance monstrueuse en sa capacité à le faire, et Paul Ekman fait notamment l'hypothèse que Janos fait partie de ces gens qu'il appelle des menteurs nés. On pourrait en parler, mais je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer ce que c'est un menteur né, mais en gros, c'est une personne qui, sans qu'on puisse expliquer pourquoi, vraiment de manière inexplicable, a des talents exceptionnels, innés pour le mensonge. Donc justement, Paul Ekman soupçonne que Janos Amrak serait une de ces personnes, et typiquement un très gros exemple que j'ai déjà cité juste avant de menteur né, c'est Adolf Hitler. Apparemment, il était capable de contrôler ses émotions d'une force, mais genre de manière totalement effrayante, et de feindre la fureur ou la colère ou la haine ou le calme exceptionnel à la demande. Vraiment, il était monstrueux sur ça, donc c'était impossible en fait tout simplement de déceler un mensonge chez Hitler, et typiquement ça fait partie des choses qui ont fait que Neville Chamberlain s'est fait tromper par ce dernier. Donc Janos fait ses petits coups, il vole un peu, il détourne un peu d'argent, jusqu'au jour où il rencontre le Christ, pas du tout, pardon. Alors, on sait pas du tout ce qui s'est passé, l'histoire serait certainement très différente, et je ne suis pas capable de dire si Janos Amrak était croyant ou pas, voilà, tout simplement. Non, jusqu'au jour où, se baladant à Budapest, Janos passe devant la mairie, et il jette un œil par la porte qui est ouverte, et il aperçoit directement à l'intérieur, donc sur un des murs de l'intérieur, une belle horloge, une horloge de valeur, accrochée à l'un des murs de l'intérieur, comme je le disais, et il se dit manifestement, mais elle est mortelle cette horloge. Elle est mortelle, elle affiche l'heure avec précision et tout, et puis surtout elle a une qualité de fou furieux qui est que elle peut être volée. Là, toi et moi, hormis que ça nous viendrait pas à l'esprit, on se dit théoriquement que pour aller dérober une horloge dans un bâtiment de l'État, faut y aller. Vraiment, c'est quasiment impossible, je pense. C'est bien compliqué. Et à la limite, tu vois, faudrait peut-être, enfin, je sais pas, y aller de nuit et se débrouiller pour pas trop faire de bruit. Et encore que, bon, en tout cas, les chances de se faire choper sont monstrueuses. Eh bien sachez que nous ne réfléchissons pas du tout de la même manière que Janos Amrak, tout simplement. Parce que Janos, ce qu'il fait, c'est que en pleine journée, il se rend à la mairie armé de sa confiance sous l'épaule gauche, son pote sous l'épaule droite, et il fonce. En gros, son stratagème, c'est de déguiser son pote
en technicien et de se présenter comme un restaurateur d'horloge qui a été commissionné par le greffier en chef, rien que ça, pour donner un coup de gêne à l'horloge, parce que si personne s'occupe de cette horloge, elle va se dégrader, tout simplement. Et ça peut paraître un peu gros, en réalité, moi je trouve ça monstrueusement gros, mais... C'est du génie, en réalité. C'est du génie parce que inconsciemment peut-être, ou alors totalement consciemment, Amrak détient une très solide capacité de manipulation. Parce que de la même manière que je parlais de l'influence de l'apparence sur nos décisions, un autre levier de manipulation est actionné par Amrak en ce moment-là. Tu vois, il prend le levier de manipulation et là... il actionne le levier de manipulation. Si vous m'aviez vu faire ce geste, vraiment, je pense que je suis ridicule. Mais c'est pas grave, parce que c'est totalement audio. Je peux faire plein de gestes. Bref, il actionne ce levier d'influence, justement, et de manipulation, qui tient au fait qu'il dit être envoyé par une personne plus haut placée, à savoir le greffier en chef. En réalité, le fait de déléguer la responsabilité à quelqu'un d'autre, et en particulier à quelqu'un de plus haut placé hiérarchiquement, est une arme redoutable de manipulation, notamment parce que ça répond à la recherche constante de l'humain de prendre le chemin le plus facile, de faire le moins d'efforts possible. Et ça déclenche en fait une réaction automatique. Et on adore ça quand il n'y a pas besoin de réfléchir et que notre système de pensée intuitif peut prendre le relais, tu vois, et que finalement on a une réponse automatique à quelque chose qu'on est en train d'expériencer. Ça se dit pas du tout d'expériencer, mais qu'on est en train de vivre. C'est donc exactement ce sur quoi joue Amrak en se faisant passer pour l'envoyé du greffier en chef. Le but en fait c'est de déclencher, comme je le disais, cette réaction automatique de quiconque qui s'opposerait à lui, parce que un ordre venant de plus haut, normalement, ça suscite la réaction automatique qui est d'obéir en général, et c'est un principe sur lequel est basée une grosse partie des sociétés qui fonctionnent aujourd'hui, qui est que personne hiérarchique plus haute égale j'obéis à cette personne. Évidemment, on est tous dotés d'un esprit critique, mais la plupart du temps, on considère que c'est mieux d'obéir aux personnes qui sont plus haut que nous. Bref, ça se trouve, en fait, le greffier en chef, tu vois, il existe même pas. Ça se trouve, genre, il a vraiment pris une profession, greffier, tiens, pourquoi pas, et il a rajouté en chef pour faire un peu autoritaire. Ça se trouve, le mec existe même pas, mais en fait, on s'en fout parce que sur le papier, l'ordre vient d'en haut et Amrak, il est confiant. Donc il arrive à la mairie avec son pote technicien de profession, tu vois, mais la salle de l'horloge, elle est fermée, parce que dans cette salle, il y a une audience qui est en train de se tenir, dans la mairie de Budapest, manifestement, on accueille des audiences, et là tu commences à comprendre peut-être un peu le caractère du bonhomme, et János, bien habillé, bien présentable, il entre dans la salle, il interrompt l'audience, la confiance du mec, il interrompt l'audience, et il dit exactement ce qu'il a préparé, à savoir, bonjour, je viens pour l'horloge. Donc là, forcément, le mec qui tient l'audience, il doit être en mode, c'est-à-dire, excusez-moi monsieur, mais on bosse, c'est le pote à qui là, tu viens d'où? Tu es envoyé par qui? Le greffier en chef. Ouais, non mais lui, il est pas commode, lui. Mais quand même, on est en train de bosser, quoi, tu vois, genre... Mais c'est pas à toquer, même, tu vois, ne serait-ce que toquer, c'est la moindre des choses. Voilà, Amrak comprend, tu vois, il dit, pas de soucis, je comprends, on fait pas de bruit, désolé du dérangement, on prend l'horloge et on se barre, et c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que, devant une audience pleine, le gars armé de son technicien, qui n'est pas du tout technicien, le mec est très certainement bon, tout sauf à être technicien, et... ils prennent l'horloge, ils la décrochent et ils partent avec, et on ne reverra jamais cette magnifique horloge de la mairie de Budapest. Et en fait, c'est sur ça qu'il a eu tout le monde, c'est que c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop tordu, et il est beaucoup trop confiant pour que ce soit faux, en fait. Et vraiment, genre, je peux pas m'empêcher de me dire que le greffier, quand il a appris que on avait dit que c'était son ordre de décrocher l'horloge, il a dû penser à un tellement gros plan social pour toute la mairie de Budapest. Vraiment, il a dû se dire, bon allez, tu me convoques le RH, tu me licencies tout le monde, s'il te plaît, et tu me remplaces tout ça par des aveugles parce que c'est le même résultat. Ah, il devait avoir le démon, bref. Ça, c'est manifestement le premier gros coup de János. Qui dit premier, dit qu'il y en a d'autres, et pour nos plus grands plaisirs, clairement. Le truc, c'est quand même, le gars, il est confiant de base, tu vois, donc si tu lui montres que publiquement, devant une audience pleine, voler une horloge appartenant à l'État, c'est ok, je pense que le lendemain, tu le retrouves à dormir dans le lit de l'Élysée, tout simplement, voilà. Le mec a aucune gêne. Et du coup, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, János, il est très inventif. Il a très certainement une très bonne compréhension de la psychologie humaine, ce qui fait qu'il va tenter d'autres coups, dont le deuxième est pas mal connu en Hongrie, et c'est celui des toilettes de la rue Váci. Alors pour le coup, je suis jamais allé en Hongrie, et donc forcément jamais allé à Budapest, donc j'ai fait une petite rapide recherche sur Google, et la rue Váci, c'est apparemment une des rues principales de Budapest, donc c'est gros quand même, vous allez voir. En gros, un beau jour, rue Váci, 2 employés attendent patiemment devant une boutique plutôt luxueuse.
Et ces deux employés sont en train d'attendre, tu vois, ils fument leur clope là, ils sont les bras croisés, ils attendent. Et il y a un jeune homme très élégant portant un ruban d'officier, donc qui manifestement fait partie de la municipalité, et une mallette, voilà, il a une mallette à la main. Ce mec se plante devant eux et il sort de sa mallette un mètre, un cahier et un crayon, et il se met à prendre rigoureusement des mesures au sol. Après quoi, il se redresse et il s'adresse aux deux employés et leur annonce que c'est bon, on va pouvoir commencer les travaux. Et il fait ça devant plusieurs jolies boutiques de la rue, et parfois le propriétaire de la boutique sort lui demander ce qu'il fait, un peu inquiet, parce que c'est un coup à se retrouver avec un truc construit devant ta boutique, et c'est trop mauvais pour les affaires. Et l'homme est évidemment ce bon Janos, en plein cours Florent, en plein comédia dell'arte qui passe des castings pour Hollywood, et qui explique gentiment au propriétaire qu'il est officier de la municipalité, vraiment, dans une autre vie, Janos est fonctionnaire, et que en gros la ville a décidé de construire des toilettes à cet emplacement précis, et qu'il venait juste faire les mesures, mais que il dérange pas plus le propriétaire, parce que c'est bon, les mesures sont bonnes, et ça lui paraît bien, ils vont pouvoir construire les toilettes. Évidemment, aucun des commerçants n'a envie de voir des toilettes devant sa boutique. Clairement, c'est trop mauvais pour les affaires, comme je le disais. Tu vois, je veux pas savoir quelles sont les odeurs engendrées par des toilettes publiques au 19e siècle, mais c'est sûr que c'est mauvais. Voilà, c'est sûr que c'est mauvais. En plus, c'est des jolies boutiques en général auxquelles ils s'attaquent. Et donc, forcément, le commerçant, il explique ça à Janos, tu vois. Et Janos, à chaque fois, il joue le mec bien embêté et il comprend, mais c'est pas à lui de décider, quoi. Les ordres viennent d'au-dessus, tu vois. On commence à reconnaître un peu le stratagème. Et après quelques échanges, à parler un peu et à comprendre le problème, mais à pas pouvoir faire grand-chose, il dit vous savez quoi, vous me dédommagez. Et moi je dis que l'emplacement il est pas bon, ok? Donnant, et je fais comme si j'avais rien vu, et je dirais qu'on peut pas mettre de toilettes devant votre boutique. C'est clairement de la corruption. C'est clairement de la corruption, mais ça marche parce que quel que soit le prix qu'il paye, c'est toujours bien moins que ce que des toilettes publiques feraient perdre au magasin. Et du coup, Amrak il prend les pots de vin, il se régale, et il fait le même cirque devant 8 boutiques au total, la même rue. Vraiment, je pense que les mecs qui le voyaient passer étaient en mode mais ils vont construire combien de toilettes, on en a à la maison, hein, on n'est pas obligé de... donc vraiment il se régale, et moi ça me fait halluciner, vraiment le gars est tellement confiant, il joue tout sur l'apparence et sur l'acting, et ça passe en fait avec des scénarios toujours plus chelous, plus farfelus, et il s'en met plein les poches. Donc ça c'était la deuxième histoire qui est particulièrement connue pour Janos Amrak. Mais maintenant, je vais aborder l'histoire avec un grand L, l'histoire avec un L apostrophe majuscule, la plus grosse dinguerie que Janos Amrak ait réalisée à travers sa carrière d'escroc, à savoir en 1909. Janos, qui vit maintenant sous le nom de Wild Gustav, tu vois, il a dû comprendre que Janos Amrak, il faisait plus bon vivre d'avoir le nom, tu vois. Il est usé, t'en prends un autre, tu vois. Et en plus, c'est con parce qu'il peut pas aller à la mairie, vu que il doit être un peu fiché maintenant, tu vois. Bref, il lit tranquillement son journal dans un café quand ses yeux se posent sur un article informant que la ville de... Et là, ça va être technique, mais je me suis préparé, donc vous inquiétez pas. La ville de Székesfehérvár, que cette ville, elle a pour projet de recouvrir de bois, de pavés en bois, la place du marché. Bon, ok. Janos, il se dit, j'ai pas de bois, mais je connais une rue qui en a. Donc rebelote, petit costume, petit scénario, grosse confiance, et Janos suit son destin d'arnaqueur tranquillement, et il marche, et il va se présenter aux autorités pour faire une proposition. Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais cette fois-ci, il se présente comme un propriétaire d'une grande quantité de bois et un mec qui se connaît bien dans le bois, tu vois, c'est un expert du bois. Ne posez pas de questions, c'est un expert du bois, ok? En gros, il y a pas mal de bois depuis pas mal de temps, et en attendant que les prix montent, parce que son but, c'est forcément de faire une plus-value, et manifestement, selon ses dires, parce que le mec est quand même expert, le prix du bois va bientôt augmenter. Donc... Encore une fois, manifestement, il est très convaincant parce que le gars se fait un petit dîner avec la commission en charge du projet, et ça arrange pas du tout la commission d'acheter du bois plus tard parce que, selon Amrak, comme je le disais, le prix va monter, et la commission, elle a pas envie de se faire douiller. Donc elle arrive à convaincre ce bon Janos de leur vendre le bois, et ce dernier promet de les livrer en 15 jours. Donc déjà, le mec est trop fort, voilà. Tout simplement, et pour sa prestation, il prend une avance de 1000 couronnes, c'est-à-dire que le mec n'a rien prouvé, rien montré, pas du tout, pas montré un petit truc de bois à la commission, il prend 1000 couronnes, voilà. Et il fait signer un contrat de 9000 couronnes en plus pour le reste de l'opération, donc j'ai pas d'idée de combien ça fait 10 000 couronnes en tout en euros aujourd'hui, mais manifestement c'est une coquette somme et c'est son plus gros coup. Donc là, il pourrait clairement se barrer avec les 1000 couronnes, tu vois, pour juste s'être fait payer un dîner, c'est quand même pas mal, tu vois, genre, rarement tu vas au resto et tu repars avec 100 balles. Lui c'est ce qu'il fait. Donc il pourrait se barrer avec les 1000 couronnes, sauf que non, Janos, il se dit, je me suis engagé, je suis quelqu'un de parole, je vais livrer le bois. Voilà, je suis un mec honnête, ok? Bandit, oui,
pas jusqu'à la moelle, c'est faux, il s'est jamais dit ça, mais il a plutôt dû se dire 1000 c'est pas assez, si on prenait les 9000, donc il compte bien effectuer la livraison du bois et choper les 9000 couronnes. Problème, tu t'en doutes bien, Janos n'a absolument pas de quoi recouvrir la place du marché en bois, en fait, hein, vraiment c'est hors de ses capacités. Problème qui n'en est pas un, puisque la rue Rothenwiller à Budapest en a. La rue Rothenwiller, elle est recouverte à ce moment-là de petits pavés en bois, exactement comme le veut la ville de Székesfehérvár, il me semble. Donc vas-y que je repars au charbon. Hein. Clairement, Janos se rend de nuit dans une zone de travaux de la ville, il vole quelques panneaux de travaux, il les repeint, il met un message qui soit en accord avec son scénario, et puis il les pose à l'extrémité de la rue Rothenwiller, et le deuxième à l'autre extrémité. Donc globalement, la rue est fermée, et du coup, il se dit ok, c'est bon, j'ai fermé la rue, j'ai accès à la rue Rothenwiller, je vais pouvoir lui prendre tous ces petits pavés, mais je vais pas le faire tout seul, donc il me faut quoi? Il me faut des ouvriers, évidemment, le mec est aussi consultant RH. À côté de sa carrière d'officier de la municipalité, de restaurateur d'horloge et de Dalai Lama, ainsi que de président de la 5ème République, le mec est consultant RH, il te recrute une quinzaine de personnes qui seraient très capables de réaliser le travail dont il a besoin, et il les attend le matin suivant pour commencer les travaux. Donc il leur annonce qu'il a acheté le pavage de la rue, donc le mec ment jusqu'au bout. Vraiment, même aux ouvriers, il est en mode... Et en même temps, ça se comprend, tu vois, t'as pas forcément envie de bosser pour un mec où tu sais qu'il est totalement dans la fraude, mais en revanche, il leur dit qu'ils seront bien payés, et tout le monde se met au travail, et vas-y que ça dépave la rue. Tout simplement, et le pire dans tout ça, c'est que genre, le mec est un acteur de fou furieux, et au moment où t'as la police qui vient lui demander ce qu'il fait, il rendosse sa casquette d'employé de mairie, et il ne leur demande pas, il ordonne aux policiers de gérer la circulation le temps que la rue soit barrée, ce qui simplifie encore plus sa tâche et celle de ses ouvriers, parce que Janos fait venir des charrettes qui payent 600 couronnes pour le transport, et en 6 jours, les pavés en bois sont livrés à la ville de Székesfehérvár. Le coup est monstrueux, c'est-à-dire que le mec prend des denrées qui ne sont pas à lui et les fourre dans une charrette, les revend à quelqu'un qui n'a aucune idée d'où elles viennent, et c'est fini, 10 000 couronnes. Et donc la ville paye effectivement les 9000 couronnes, donc il repart avec son butin, et Amrak peut officiellement se vanter d'avoir revendu le pavage d'une rue entière en toute tranquillité. Vraiment, la mairie de Budapest, elle a mon dos, tu vois, je pense qu'elle le déteste. Clairement, tu n'es plus citoyen de Budapest, Amrak. On veut plus te voir, à part si tu viens recoller les petits pavés de bois de la rue Rothenwiller. Cette histoire, c'est vraiment celle qui a fait de Amrak une légende urbaine, et qui a fait que Janos en Hongrie est connu comme l'homme qui a vendu une rue. Donc évidemment, il n'a pas vendu une rue, il a vendu le pavage d'une rue, mais c'est quand même pas mal, tu vois, genre la rue elle est quand même balèze, il me semble, et le mec a tout vendu à, à une autre ville, tout simplement. Malheureusement, en faisant mes recherches, il semble que l'histoire a été un peu enjolivée, un peu romancée, et justement, il y a certaines personnes qui ont pas mal creusé le sujet, et qui se sont rendu compte que tout ne s'est pas réellement passé comme le raconte cette légende urbaine. Ce qui serait réellement passé, c'est qu'effectivement, un beau jour de mai, il y a un gros groupe d'ouvriers, donc pas une quinzaine comme le raconte la légende urbaine, mais un gros groupe d'ouvriers italiens qui auraient déferlé sur la rue Rothenwiller, et qui auraient dépavé une partie de la rue, pas toute la rue, donc une partie, ce qui est déjà pas mal, et c'est bien Amrak qui est derrière cette histoire dans tous les cas, mais en gros, il ne l'aurait pas revendu à une autre ville comme un Saguin, mais à juste une personne, comme bois de chauffage. Un particulier qui s'est dit, moi, je me manque de bois de chauffage, j'ai besoin de bois, et après ça, globalement, Amrak aurait volé la montre d'un de ses employés italiens, aurait volé l'argent d'un autre, et se serait barré, évidemment, parce que il a toute une ville qui lui en veut, et 12 ouvriers italiens. Donc le mec aurait quitté Budapest, sentant certainement que ça sentait mauvais, mais ça ne s'arrête pas là. En gros, dans sa fuite, il se rend à Vienne, où il est hébergé par un gars, on connaît pas trop le lien qui l'unit à cette personne, tout ce qu'on sait c'est que ce gars, il le vole. C'est le mec le plus horrible du monde. Alors vraiment, tu lui donnes le logis, tu lui donnes l'hospitalité, le mec te vole, tout simplement. Donc il a pas d'âme. Il a clairement pas d'âme. Et du coup, après être passé par Vienne, il se rend à Brno. Je sais pas comment on dit le nom de cette ville. Il me semble que c'est Brno, mais c'est en gros B-R-N-O de son appellation, qui est une ville en République tchèque, et où cette fois-ci, il s'engage dans un cirque en tant qu'acteur. Bon là, clairement, Janos mise sur ses forces, et dans un souci de ne pas être reconnu et de passer totalement incognito, le gars se fait appeler Monsieur Hongrie. Évidemment, en fait, il est extrêmement apprécié des spectateurs, parce que en réalité, ce que Paul Ekman souligne dans son livre Je sais que vous mentez, c'est que les menteurs nés, dont fait partie Janos Amrak selon toute évidence, font souvent de très bons acteurs, de formidables acteurs, capables de feindre ou de dissimuler des émotions à la perfection, et notamment Paul Ekman dans ses expériences pour justement étudier
manière dont les émotions ont de se manifester physiquement sur des personnes, a engagé des acteurs pour justement recréer au mieux ces expressions en utilisant la technique de l'actor studio, qui consiste tout simplement pour un acteur à se remémorer un souvenir qui aurait fait surgir l'émotion voulue pour se réimprégner de celle-ci et la vivre réellement. Donc plus largement, Yann Osamra qui est un très bon acteur et est déjà un acteur en quelque sorte parce que il a passé des années déjà à jouer des rôles pour mettre au point des arnaques plus farfelues les unes que les autres, et donc il est très bon. Il devait arriver en se faisant appeler Monsieur Hongrie arriva, un jour une ancienne victime d'Amrak le voit sur une affiche du cirque et il détache, en tout cas cette personne détache l'affiche du cirque, prend tout son seum dans la main gauche, toute sa haine dans la main droite, placarde l'affiche avec la main droite sur un mur, tu vois, il entoure comme ça la tête d'Amrak et il envoie ça aux autorités hongroises et il dit c'est votre homme, voilà, c'est ce mec qui m'a arnaqué. N'hésitez pas à faire quelque chose. Et justement, quelques représentations plus tard, Vlad Tepes que les autorités de Brno cueillent notre ami à la sortie d'une représentation. On arrête de jouer le clown, c'était marrant, maintenant tu rentres à la maison mon Janos. Donc là-dessus il prend 2 ans de prison, donc quand même il y a une justice, tu vois, il s'en sort pas indemne, mais je trouve que 2 ans de prison pour tous les coups qu'il a dû faire, ça va, tu vois, c'est carré, ça lui laisse juste le temps de s'entraîner et de commencer à choper ses premières tractions et de passer ses muscle-up, tu vois, et ensuite il sort, et l'histoire se termine peu glorieusement, puisque au final, dans sa vie d'escroc et dans sa vie de futur après ce gros coup, il continue à faire quelques larcins, à détourner un peu d'argent, à commettre des petits vols, donc il va retourner quelques fois en prison et on n'aura plus d'énormes coups comme il a déjà réalisé. Mais j'ai trouvé que cette histoire était totalement dingue quand même. Enfin, en fait, peu importe qui on est, si on avait été à la place d'une des victimes, on se serait fait arnaquer. Pourquoi ? Parce que selon Paul Ekman, il est des mensonges et des tromperies qu'on ne peut pas démasquer. Tout simplement parce que les meilleurs menteurs ne font aucune erreur. Et en plus de ça, manifestement, Yann Osamra avec une très bonne compréhension de l'art de la manipulation et de l'influence, ce qui fait que le gars en costard, s'il veut te faire les popoches, il te fait les popoches, hein. Voilà, j'ai trop aimé cette histoire, notamment parce que je trouve qu'elle est quand même bon enfant au final, tu vois, et notamment parce que de ce que j'ai appris et compris en faisant ces recherches, c'est un gars qui finalement a l'air d'être plutôt apprécié par la population hongroise, notamment parce que il a ce côté très charmant et justement, selon un article qui vaut ce qu'il vaut et je vous le mettrai en description, d'aucuns auraient donné le surnom à Amrak de fraudeur charmant. C'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère vraiment que cette histoire vous a plu et que vous la connaissiez pas parce que j'avoue que moi j'étais totalement pas du tout familier avec cette histoire que j'ai trouvée fascinante et notamment comme je le disais parce qu'elle est assez bonne enfant et donc j'espère que ça vous aura appris des choses, diverti ou même permis de vous endormir comme je le disais en début de vidéo. Si c'est le cas, dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit coucou comme je vous le disais je sais pas, dans les commentaires, à juste manifester votre présence parce que voilà, moi ça m'importe énormément d'avoir vos retours et justement, dans ce souci d'améliorer potentiellement un peu ce format, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait être amélioré selon vous et je verrai si c'est possible pour moi de le faire. Comme je le disais, le fait de se filmer et du coup de vraiment faire une version vidéo est extrêmement compliqué pour moi parce que là typiquement j'ai un gros support de lecture qui est que j'ai écrit l'histoire et c'est beaucoup plus facile, tu vois, de s'appuyer sur ce support de lecture pour raconter l'histoire et malheureusement le fait de vraiment raconter l'histoire en essayant de la vivre et tu vois de la transmettre à travers le regard vers un objectif, c'est vachement plus difficile, ça me demande beaucoup plus de temps, donc peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant ça me coûterait trop de temps et beaucoup trop de difficultés à le faire et je sais pas si vraiment la valeur ajoutée serait dingue. Donc bref, en tout cas ça reste un format audio, mais n'hésitez pas à me dire je sais pas, ce qui pourrait selon vous être amélioré, que ce soit dans les éléments de langage ou ça, bref. Je vous fais confiance, et si jamais les retours sont bons et que je peux mettre en place certaines choses, je le ferai avec grand plaisir. Comme je vous le disais, j'espère que vous allez extrêmement bien et que vous profitez de ce week-end de 3 jours pour bien vous ressourcer. Le mois de mai, c'est un bonheur, hein, clairement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu, justement. Voilà, comme vous l'avez vu, j'essaie de créer de l'interaction. Oui, pour rien vous cacher, ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Et comme je l'ai dit sur de nombreux épisodes, on est encore très peu nombreux sur cette chaîne. Enfin, très peu nombreux, faux. En vrai, c'est énorme pour moi d'avoir 900 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Donc évidemment, forcément, les 900 personnes ne regardent pas forcément tous les trucs et les écoutent pas forcément tous, mais c'est quand même là, tu vois, et c'est énorme, et du coup, ça me permet aussi de faire une transition et vous remercier pour toutes les personnes qui sont restées abonnées et qui sont abonnées maintenant, parce que, mine de rien, pendant ces 4 mois où il n'y a rien eu,
le nombre d'abonnés est resté à peu près le même. Donc merci du fond du cœur. Putain, comme je vous le disais, ça fait trop plaisir d'avoir ce soutien. Et juste le fait de voir qu'il y a des personnes que ça intéresse, bah moi ça me tue de bonheur. Bref, je vais pas m'attarder tant que ça. Et sur ce, je vais aller boire un énorme verre d'eau parce que bah, ça assèche la gorge de parler avec un haut débit pendant 45 minutes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, prenez soin de vous parce que c'est extrêmement important. N'hésitez pas, après cette vidéo, pendant cette vidéo, faire une petite séance d'étirement, ça peut toujours faire plaisir. Et sur ce, gros bisous, à plus, prenez soin de vous.